Olympe, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci. Je précise donc Olympe Corblé, Product Owner chez DxOMark. DxOMark, juste au cas où, pour les personnes qui... Je pense quand même que le chat et surtout les personnes actives dans le chat sont très au fait de ce que fait DxOMark. On vous connaît surtout pour la photo, mais vous ne faites pas que ça. Aujourd'hui, on est là pour parler photo sur smartphone et en fait, ça vient d'une question. Les smartphones Samsung et les iPhones d'Apple sont très plébiscités et par les médias, dont Frandroid, mais pas que, et par le grand public et les acteurs du marché, que ce soit opérateurs, Fnac, distributeurs. Au lieu de distributeur, c'est le mot Fnac qui m'est venu à la tête. C'est ancré. Mais pourtant, chez DxOMark, on voit souvent que c'est pas du tout ces deux marques-là hyper présentes sur le marché des smartphones qui est leader sur la photo. Alors du coup, pour commencer un petit peu cette rubrique, moi j'ai un petit jeu et on va afficher des photos. Et d'ailleurs, c'est quoi ? Je vais la refaire pour avoir un bon lancement, parce que je vous ai dit qu'il y a des extraits sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, je suis un peu fatigué. On a fait Black Friday et Frandroid Awards. Je vais la refaire. Quel est le point commun entre cette photo et cette photo ? C'est moi qui les ai prises et les 3 photos ont été prises avec le meilleur smartphone en photo selon DxOMark. Olympe Corblé, du coup Product Owner chez DxOMark, le meilleur smartphone chez vous, c'est le Huawei Pura 70 Ultra. C'est avec celui-là que j'ai pris ces 3 photos-là. Et du coup, justement, ce n'est pas un Samsung, ce n'est pas un iPhone, pourtant deux typologies de smartphones qui sont très très plébiscitées par le grand public. Et on va afficher justement le classement chez DxOMark. On va le voir. Ça va être la grande question, ça va être notre grand fil rouge de notre discussion. On voit ici, du coup, sur le global de la note caméra, l'iPhone 16 Pro Max est 4e, ça va encore, sur l'année 2024. Tout à fait. Le Samsung Galaxy S24 Ultra, lui, il est 11e. J'ai dû faire en plus, c'est un peu complet. J'ai dû faire une capture d'écran plus grande et pourtant, le pauvre est un petit peu coupé, le S24 Ultra. Et par contre, sur l'année, l'iPhone 16 Pro Max, lui, descend en 7e position sur la note globale de la caméra. Et le Galaxy S24 Ultra, lui, il est carrément 28e, je crois. 28e sur la note globale. Oui. Il est vraiment beaucoup plus bas. Il est aussi plus vieux, je tiens à dire. Il est aussi un peu plus vieux. Un peu plus vieux, oui, parce que... Alors, je vais te demander juste de rapprocher le micro. C'est toi. Ouais, super, parfait. Impeccable. Merci beaucoup. Impeccable. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, alors, disclaimer, et ça va être important, j'imagine, pour toi de me le rappeler, ce ne sont pas des mauvais smartphones, que ce soit Samsung ou iPhone. Très bons téléphones. Ce sont des très bons téléphones en photo. Ouais. Si on les achète, on n'a pas de souci côté photo. C'est pas ce que veut dire ce classement. Exactement. Alors, il y a plusieurs choses à rappeler vis-à-vis de ce classement. Je pense que j'aimerais bien commencer par un premier point, qui est que là, à chaque fois, on parle du score caméra. Ouais. Donc chez DxOMark, le score caméra, c'est pas que un score photo. Il faut faire un petit peu attention à ça. Chez DxOMark, on teste alors sur les caméras de smartphone, effectivement, la photo, mais aussi la vidéo, le zoom, le bokeh. Donc que ce soit... Donc aujourd'hui, c'est que bokeh photo, mais ça bokeh vidéo viendra. Et pareil sur le zoom, c'est du zoom photo et du zoom vidéo. Okay. Donc aujourd'hui, notre score caméra, il reflète une expérience utilisateur qui est un peu plus large déjà. Donc ça va jouer sur le classement. Après, on va pas se cacher derrière ça, parce que l'iPhone et le Samsung ne sont pas non plus top score photo de notre ranking. En effet, en score photo, ils sont 5e pour le 16 Pro Max en 2024 et 11e aussi pour le Galaxy S24 Ultra. Exactement. Purement photo, parce qu'il y a une sous-note de la note caméra globale. Exactement. Juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien comment ça marche chez nous. Et donc, effectivement, ces smartphones-là, on sait qu'ils sont largement majoritaires sur le marché, en tout cas européen. Et pourtant, ce ne sont pas les premiers de notre classement, mais ce ne sont pas des mauvais téléphones. Ce sont des bons téléphones. En préparant cette interview, il y avait notamment sur le côté exposition et colorimétrie, traitement des couleurs. Là, il n'y a pas de souci en soi. Ce sont 2 critères, peut-être même les plus importants. Tout à fait. Chez DxOMark, Aujourd'hui, sur notre protocole, donc on va avoir différents critères qui vont être évalués. La couleur et l'exposition sur les photos étant des critères globaux qu'on va voir tout de suite quand on regarde une image. Donc, c'est ce qui va impacter en premier l'expérience utilisateur. Donc, effectivement, c'est les critères qui ont le plus de poids derrière nous dans notre score. Et sur ces 2 critères-là, on a 2 devices qui se comportent quand même très bien. Que ce soit l'iPhone, ça fait longtemps que c'est quelque chose qu'on valorise sur l'iPhone, le fait que l'exposition est bien gérée, que les couleurs sont en général très plaisantes.
Le Samsung, il est un peu plus clivant, surtout dans les générations passées. C'est pas quelque chose qu'on impactait particulièrement dans le score d'Exomark, parce que pour nous, ça, c'est plutôt une question de préférence qu'une question de qualité image. Par contre, ça générait potentiellement quelques bugs sur les côtés. Sur la génération avec le Samsung S24 Ultra, on a un téléphone qui a un peu nuancé cet effet-là, je dirais. On a un téléphone qui est un peu plus sobre dans le style de couleur et qui se comporte donc encore très bien au niveau de l'expo et de la couleur sur tous les tests qu'on a pu réaliser globalement. D'ailleurs, je rappelle, DxOMark, c'est donc un laboratoire. Hein. C'est comme ça que vous-même vous présentez, laboratoire. DxOMark qui en plus, et ça je ne sais pas à quel point ça peut être une frustration de l'autre côté, mais qui est français, alors que c'est reconnu internationalement, c'est utilisé en label par tellement de marques, notamment en Asie, où je sais que c'est même un argument très très fort en Asie d'être numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 à DxOMark, etc. Du coup, je voulais quand même rappeler, c'est un laboratoire français dans l'ouest bassin parisien. Tout à fait. Et zéro frustration vis-à-vis de ça. On est très content d'être français. On me demande, je pose la question au cas où tu as l'info, combien de salariés? Donc aujourd'hui, on est un peu plus d'une centaine de salariés. Donc on est une PME française, on va dire. Dans l'idée, on fait de la caméra, mais pas que. On fait, donc, comme on disait, de la batterie, du display et surtout, on développe des laboratoires pour évaluer la qualité image. Ça, c'est encore un autre secteur. Et ces laboratoires qu'on développe, donc on les vend à des gens qui testent des caméras. Donc c'est les smartphones, mais c'est pas du tout que les smartphones. C'est les gens qui intègrent des caméras dans des voitures, dans tout type de produits. Et voilà. Donc sur la caméra, on est une équipe de 40 à peu près. 50, entre 40 et 50. Et voilà. Donc nous, on teste essentiellement des smartphones, mais pas que. On est focus sur l'image. Et tous nos tests, il faut bien se rendre compte aussi, donc quand on fait ce classement, c'est une partie réalisée dans les labos du coup qu'on vend aussi. Et donc c'est quasi une moitié de tests qui sont réalisés uniquement en laboratoire. Et toujours des tests réalisés sur des scènes naturelles, avec des photographes qui vont aller shooter on va le des appartements, des gens, on va le voir d'ailleurs sur les exemples, justement, transition toute trouvée. Parce que du coup, pour revenir à notre fil rouge, on va donc prendre les modèles de cette année sur l'iPhone 16 Pro Max et le S24 Ultra. Je fais exprès de m'attarder sur ces modèles-là parce que ce sont les deux modèles phares des deux marques les plus importantes du marché français. C'est pour ça que du coup, on en parle beaucoup, nous, chez Frandroid, mais aussi, quand j'en parle autour de moi, je parle smartphone, c'est les deux marques qu'on me cite. Et du coup, il y a quand même quelques axes, on en avait avant cette interview, on en a évoqué notamment 3, quelques axes où Samsung et Apple ne font pas aussi bien que les hauts de gamme de la concurrence. Déjà, est-ce que je peux te laisser les lister, les trois Alors, critères. Ce ne sont pas les seuls axes, mais c'est ceux qu'on va aborder aujourd'hui et c'est des axes qui sont quand même importants parce que ça reflète pas mal en fait les différentes innovations techniques que peuvent intégrer d'autres smartphones et que n'intègrent pas ces deux géants, on va dire, du smartphone dans le monde. Donc, les axes dont on va parler, c'est la depth of field ou la profondeur de champ en français. Donc, c'est le fait que le téléphone soit capable de capturer des détails dans les différents plans de l'image. Donc, si on a une image avec plusieurs plans, par exemple plusieurs personnes qui ne sont pas à côté forcément, on voudrait toutes les avoir focus et avec beaucoup de détails. Certains téléphones sont capables de faire ça. L'iPhone et le Samsung ne le sont pas aujourd'hui, typiquement. Donc, ça fait partie des petits détails comme ça, techniques, qui font que ce ne sont pas les meilleurs téléphones aujourd'hui chez nous. En parallèle de ça, il y en a un aussi qui est assez important, qui a pas mal de poids aujourd'hui chez nous, c'est l'impact du bruit dans les images. Tu peux juste redéfinir ce que c'est le bruit, au cas où, pour les néophytes? Alors, le bruit, c'est un sujet un peu technique. Il n'y a pas de souci. Mais c'est le grain que vous allez voir dans les images. Donc, c'est le fait que tous les pixels ne vont pas forcément être cohérents les uns à côté des autres et que potentiellement, vous allez avoir des différences de luminosité de pixels quand ils sont à côté. Donc, en général, ça ne va pas impacter toutes les images, ça. Ça va surtout se voir sur des images qui sont en conditions basse lumière. C'est là, en fait, où on commence à voir dans le noir, vous commencez à voir que votre noir, il n'est pas dense, il n'est pas uniforme. Un grain. Exactement, et qu'il y a un grain qui apparaît. Donc, c'est ça, le bruit dans les images. Et donc, on a des téléphones, typiquement, si on prend l'exemple du Huawei Pura 70 Ultra, qui vont très, très bien gérer le bruit dans toutes les conditions, qui ont des méthodes software assez solides pour supprimer ce bruit des images.
ce que ne vont pas faire, pareil, ou moins faire en tout cas, parce que c'est quand même un peu maîtrisé sur l'iPhone et le Samsung, c'est pas aberrant, mais on le voit plus et ça a plus d'impact aujourd'hui sur la qualité de leurs images que sur d'autres téléphones. Particulièrement sur le haut de gamme, de toute façon, c'est les détails qui comptent. Et du coup, c'est pas des mauvais smartphones en photo, on le répète, c'est juste qu'il y a des faiblesses, on va dire des bémols par rapport à la concurrence sur ce même segment. Et il y a un troisième point, du coup, où ils sont un peu en faiblesse, ces deux marques. Ouais. Je l'ai noté si tu veux. Non, je l'ai aussi. J'ai mon anti-sèche, moi je triche un peu. Non, mais c'est le fait de gérer la quantité de détails sur les zooms intermédiaires. Alors, ce que j'appelle les zooms intermédiaires, c'est que donc un téléphone haut de gamme, en général, il va intégrer plusieurs modules caméra qui vont avoir des focales différentes et qui vont permettre d'avoir des zooms ratios différents à une bonne qualité, on va dire. Ouais. Avec une bonne qualité. Donc, sur des téléphones... Sur d'autres téléphones haut de gamme, il y a donc en général, quand on est à la distance focale native du module caméra, on a une image qui est de bonne qualité parce qu'on exploite tout notre sensor, il n'y a pas de problème. C'est généralement l'une des options qui est proposée en bas de l'écran, x2, x5, x10. Ça correspond aux boutons qui sont proposés exactement par les fabricants parce qu'ils optimisent l'expérience utilisateur. Mais donc, entre ces différentes focales, quand on zoome en général manuellement entre les deux... Il faut combler. Exactement. On va avoir... Donc, ça veut dire qu'en fait, on zoome numériquement dans notre capteur, donc progressivement, on perd de l'information et l'image est de moins en moins bonne qualité. Ouais. Et donc ça, aujourd'hui, il y a des compétiteurs qui utilisent des solutions pour compenser cette perte de qualité et récupèrent de l'information de tous les modules en même temps pour la combiner dans une image et pour essayer justement de réduire cette perte de détails en général qu'on voit dans les images sur les focales intermédiaires. Ce que ne font pas aujourd'hui des téléphones pourtant très haut de gamme comme l'Apple et le Samsung. Et justement, du coup, on a évoqué trois cas de figure. Donc la profondeur de champ, le bruit, la gestion du bruit et la texture sur les zooms intermédiaires. On va commencer par le premier point, la profondeur de champ. Et tu m'as transmis notamment quelques exemples qui vont s'afficher. Donc d'abord, on va afficher ça. C'est une photo prise avec un Pixel 9 Pro XL. Vous inquiétez pas, là sur votre écran évidemment, vous n'allez pas forcément voir ce qu'il faut voir, en tout cas ce que DxOMark a vu. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. La photo suivante, c'est justement avec le meilleur, selon DxOMark, c'est le Pura 70 Ultra. Et la troisième photo, là, ça va justement notre victime du jour, l'iPhone 16 Pro Max. Donc voilà, c'est trois photos où il y a une profondeur de champ à gérer. Et on va voir maintenant la comparaison entre les trois photos et avec justement un détail à apparaître. Voilà, là, ça va être plus parlant pour les personnes qui nous regardent sur leur écran. On ne peut pas se rendre compte forcément juste en voyant une photo des détails. Justement, je vais te laisser justement me dire, je dis beaucoup justement, je vais te laisser me dire ce qu'il faut voir particulièrement ici. Ouais, donc là on est d'accord que c'est des use cases c'est des usages qui sont assez spécifiques, mais c'est quand même des choses que je pense qu'on peut retrouver pas mal. Donc le fait de vouloir prendre plusieurs personnes qui sont pas exactement dans le même champ, donc très vite, plus la première personne va être proche de la caméra, plus vite la deuxième en général va tendance à être hors focus et donc on va perdre du détail sur ce visage. Ça c'est ce qui se passe naturellement sur tous les appareils et notamment donc parce que ça, c'est vrai que c'est un truc qui est très important aujourd'hui. La plupart des smartphones ont une ouverture qui est fixe. Donc, contrairement à ce qui peut être fait sur un boîtier standard, on ne peut pas choisir l'ouverture. Et en général, c'est en choisissant cette ouverture qu'on règle ce genre de problème. Donc, avec une ouverture en général plus petite, on va pouvoir récupérer, augmenter ce qu'on appelle la profondeur de champ et donc avoir une zone dans l'image qui est focus, qui est plus grande. Sur les smartphones, le design, il est très contraint parce qu'on a un produit qui est beaucoup plus petit. Du coup, on a pour la plupart une ouverture qui est fixe. Donc, c'est ce qui se passe, par exemple, dans le cas de l'iPhone, où on a une ouverture qui est fixe. Et donc on a l'iPhone qui est à gauche. Exactement, le plus à gauche. On va avoir la personne de devant qui va être bien focus, bien gérée, qui aura un bon niveau de détail. Et la personne derrière, on n'arrivera pas à récupérer les détails sur son visage. Elle ne sera plus dans le plan qui est focus dans l'image. Donc c'est l'image zoomée que vous voyez en dessous de la photo normale qui a été prise. De la personne derrière. Et on voit en effet beaucoup plus flou sur la photo d'iPhone par rapport à tout à droite, le Pura 70 Ultra où c'est, on dirait qu'on l'a prise en effet. On peut voir qu'il faut avoir l'œil pour voir la différence. Oh, c'est beau Kassim, quel poète. C'est vrai qu'on a bien croupé sur les yeux parce que c'est une feature qui est intéressante sur le visage.
Et donc voilà, donc ça c'est ce que fait l'iPhone et ce que faisait la plupart des téléphones il y a encore quelques années, on va dire. Et on a aujourd'hui des technologies qui arrivent sur le marché qui permettent de compenser ce genre d'effet. Donc la plus impressionnante, c'est sans doute du côté du Huawei, comme on peut le voir. Donc c'est le plus à droite. Le plus à droite, ouais, tout à fait. Donc ce téléphone-là, il a la particularité d'avoir une ouverture qui est variable. Ouais. Donc il va essayer de reproduire un peu plus en fait le comportement qu'on peut avoir sur un boîtier. Ouais. Et donc ça, il y a plusieurs téléphones quand même qui l'ont, pas très peu. Ouais, mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus, notamment sur l'autre gamme. Exactement. Ça commence un peu à se répandre, mais bon, c'est quand même une technologie qui est dure à intégrer. Et Huawei, en fait, ça fait plusieurs générations qu'ils l'intègrent maintenant, et elle est particulièrement bien gérée. Ça veut dire que là, automatiquement, le téléphone va se rendre compte qu'il y a plusieurs plans d'intérêt dans l'image et changer son ouverture pour s'adapter au contenu de la scène et s'assurer de garantir la meilleure image possible au vu du contenu. Ouais. Donc c'est quand même assez intéressant comme techno. J'ai une petite question de néophyte sur justement, tu viens de parler de la capacité du téléphone à prendre cette photo. Ouais. On parle bien de photos du coup prises en automatique, un peu de façon voilà, parce qu'il y a on pourrait imaginer, j'imagine qu'il y a des gens avec les bons réglages en allant dans une application avancée qui est pas forcément celle proposée par défaut sur le smartphone. Tout à fait. Serait capable d'aller faire mieux. Mais là, l'idée, c'est quand même de garder une expérience proche de l'utilisateur. C'est un truc un peu automatique. Tout à fait. Au niveau nous, c'est vrai qu'au niveau du score d'XOMark, c'est quelque chose qu'on nous reproche aussi. Ça a ses avantages et ses défauts. Mais nous, on teste en photo le mode par défaut. Ouais. On estime que c'est ce qui doit être accessible. Il faut faire des choix dans ce qu'on teste. On peut pas tester. Et du coup, on a choisi chez DxOMark de tester le mode par défaut. Donc, c'est vraiment le mode accessible directement sur le téléphone. C'est j'appuie sur mon bouton et commence sur la photo. Donc là, l'exemple que vous voyez sur le Huawei, il n'y a rien à faire. Ouais. En pratique, c'est vraiment le téléphone qui va tout seul prendre la décision de changer son ouverture pour s'adapter au contenu de l'image et prendre la meilleure photo possible. Et en parallèle, en plus, sur ce genre de problème, l'iPhone ne pourrait pas faire mieux avec le même cadrage. Il faudrait qu'il adapte, qu'il se recule, potentiellement qu'il zoome, mais ça demande vraiment de changer même sa position et beaucoup de choses. C'est pas juste un réglage sur le téléphone qui pourrait permettre d'obtenir le même type de photo. Je vois une remarque de Ch'ti de Lille qui dit on semble parler de hardware alors que le problème est plutôt software. J'ai l'impression que c'est ça le sens de ta remarque. Mais justement, on va en parler un peu plus tard. En effet, et tu as raison, le software sur smartphone intervient énormément. Je propose qu'on continue un peu notre fil rouge et après on reviendra justement un peu sur ce genre de questions. Là, on va s'intéresser au Samsung avec ce que chez DxOMark vous appelez focus failure, voilà un petit que j'ai traduit en échec de la mise au point. Et on a du coup un petit exemple de la photo prise avec un S24 Ultra où il y a du coup un modèle à l'avant sur qui on veut faire la mise au point et une personne à l'arrière qui devrait, dans ce cas de figure, en tout cas dans le cadre du test de DxOMark, être flou. Et justement, du coup, derrière, j'ai mis les deux photos côte à côte pour qu'on se rende compte un petit peu de, justement, celle qu'on vient de voir, c'est celle du S24 Ultra à gauche, en comparaison d'un modèle de l'année dernière, l'iPhone 15 Pro Max, c'est important, c'est pour ça que j'ai précisé les années. Et je pense que ça se voit quand même déjà à l'écran, mais je te laisse aussi un peu nous pointer du doigt ce qu'il faut remarquer ici. Alors, effectivement, donc nous, chez DxOMark, ça c'est un truc qui impacte beaucoup l'expérience utilisateur, c'est s'assurer que les photos qu'on a, elles sont donc ce que nous on appelle focus, mais qu'en tout cas, le téléphone, il a choisi le bon élément dans l'image qui doit être net. C'est ça le plus important pour nous. Donc ça, c'est quelque chose clairement qu'on évalue. Donc sur des téléphones très haut de gamme, comme ça, en général, on n'a plus trop de problèmes quand même. Donc sur ces téléphones-là, on n'a pas énormément de problèmes sur le Samsung. Ça reste un bon téléphone qui est capable de gérer son focus. Mais sur des situations un peu plus complexes, où on va avoir plusieurs en fait, éléments qui pourraient être l'élément principal de l'image, nous, on s'attend à ce que quand même la personne qui est la plus proche, qui prend la plus grosse partie de l'image, soit au moins elle nette. Si on peut avoir les deux, c'est exceptionnel. Mais au moins que la personne devant soit nette. Parce que c'est a priori celle qui est l'élément mise en avant. Exactement. Et sur le Samsung, on a quand même des cas qu'on appelle d'échecs chez nous, où le Samsung va rater son choix, on va dire, et considérer que en fait, l'élément principal, c'est le petit visage derrière. Et donc, il va accepter de perdre la netteté sur le visage de devant pour la faire sur la personne de derrière. Et donc ça, pour nous, voilà, c'est des petites preuves qu'en cherchant des cas un peu plus compliqués, on a un device qui est un peu moins fiable
peut-être que d'autres compétiteurs. Et en effet, moi, ça m'avait sauté aux yeux, du coup, quand j'affichais les 2 photos sur mon ordi pour faire ce superbe montage. Et en effet, du coup, la personne à l'avant a un peu mou, j'ai envie de dire, c'est le mot qui vient. C'est ça. C'est pas totalement là. Et par contre, l'immeuble est parfaitement net derrière. Le visage de la personne derrière aussi est plutôt net aussi, bien net. Alors qu'en effet, sur l'iPhone de l'année dernière, il y a cet effet bokeh qui se fait. C'est assez parlant, je trouvais. Est-ce que tu voulais préciser encore quelque chose dessus ou est-ce qu'on... Non, je pense que c'est essentiellement ça. Peut-être juste pour revenir sur les différents exemples qu'on a vus, on parle un peu de software, de hardware. Le Google, c'est intéressant qu'on l'ait montré tout à l'heure, parce que lui, donc, il n'a pas d'ouverture variable, c'est pas une histoire de hardware, mais il va chercher avec des algorithmes à rendre la personne de derrière plus nette que ce qu'elle n'est vraiment. Ah, d'accord. Pour compenser cet effet sans avoir à investir trop sur le hardware, ce qui est souvent cher, compliqué et tout ça. Et eux, ils compensent avec du coup des solutions software pour donc c'est beaucoup de l'IA en vrai, pour identifier le visage, identifier les différents éléments importants du visage et les rendre un peu plus nets que ce qu'ils ne sont réellement sur le capteur du smartphone. C'est des petites astuces à chaque fois. Exactement, il y a plein de manières de gérer ces cas-là, chacun les gère comme il veut, mais l'iPhone et le Samsung ne les gèrent pas vraiment. Alors qu'un Pixel, du coup, a priori, s'en sort mieux, fait un meilleur choix. Un petit peu mieux. On va passer au deuxième cas de figure qu'on avait évoqué au début de cette conversation, ce sera la gestion du bruit. Et là encore, on va afficher 3 photos et on va commencer par l'iPhone 16 Pro Max avec une photo de nuit. Donc pareil, là, ça va être difficile. C'est juste que je vous montre la photo prise comme ça. Voilà, c'est ça, le contexte, on va dire et tout. On va enchaîner avec la même photo, mais avec le Huawei Pura 70 Ultra. On voit déjà que c'est le traitement de l'éclairage, j'ai envie de dire, est pas du tout pareil. Et le Google Pixel 9 Pro XL, voilà, ça c'est le 3e exemple. Et pareil, on va les afficher côte à côte, les 3, avec, comme là, tout à l'heure, vous avez croppé, donc en plus on peut voir où exactement, c'est dans c'est une fenêtre un peu. C'est une sorte de fenêtre en effet d'un store sur l'immeuble dans l'arrière-plan. Et pareil, Olympe, maintenant tu connais l'exercice, je te laisse nous éclairer de tes lumières. Non, du coup, joli, pardon, je n'ai pas fait exprès. Lumière sur la photo. Pardon, voilà. Il est inspiré. Non, mais du coup, oui, ça fait partie des autres aspects qui remontent pas mal. C'est qu'on a des téléphones aujourd'hui sur le marché qui arrivent à produire des images qui sont quasiment parfaitement débruitées, même dans des conditions très basse lumière où c'est en général beaucoup plus dur. Donc c'est typiquement l'exemple que vous pouvez voir sur la droite avec le Huawei. Donc ça c'est des téléphones qui vont arriver à supprimer en grande partie le bruit qui est présent dans l'image sans impacter trop quand même les détails et ces choses comme ça, parce que le problème d'un débruitage un peu massif, c'est qu'en général on perd de l'information. Là ils arrivent à faire quelque chose qui est assez propre, donc ils vont enlever le bruit sur toutes les parties qui sont assez plates finalement. Et à maintenir quand même un bon niveau de détail sur les parties plus texturées. Sur des téléphones comme l'iPhone, alors l'iPhone, c'est un téléphone qui est réputé assez bruité. C'est quelque chose que revendique un peu la marque, en partie. Pour eux, ça correspond à un grain qu'on pouvait retrouver sur des argentiques, sur de la photo un peu artistique. Donc ça a souvent été débattu, on aime ou on n'aime pas. Après, de toute façon, donc le grain de l'iPhone qui est agréable, qui est beau et qui correspond à peu près à de l'argentique, c'est quand même pas le bruit qu'on retrouve dans ces conditions basse lumière. Ça n'a pas le même charme. Voilà, en conditions basse lumière, en général, on est au-delà de ça, quand même, aujourd'hui sur le smartphone. Et voilà, donc on a une gestion du bruit qui est quand même un peu moins bonne. C'est des limitations techniques, je pense, à ce stade, plus que des choix artistiques. Sur d'autres images avec plus de lumière, je peux le comprendre en vrai. Et je pense que c'est... Ça va dépendre des goûts de chacun et c'est OK. Mais effectivement, il y a quand même des devices sur les conditions très basse lumière qui vont rendre une image qui semble plus agréable à regarder du fait de la quantité de bruit qui est moins importante dans les images. Et ici, on parlait hardware, software. Ici, le fait d'avoir un capteur à 1 pouce, par exemple, côté hardware, pourrait permettre de gérer mieux ce genre de... Alors effectivement, si on doit gérer ça côté hardware, on a des téléphones qui ont des capteurs à 1 pouce et ça, clairement, ça aide. Pourquoi ça aide ? En fait, l'idée, c'est que plus notre capteur est grand, plus on récupère de lumière. Et justement, c'est ça qui va permettre de réduire en général le bruit. Et donc, un capteur à 1 pouce, ça peut aider. En l'occurrence, le Huawei, c'est beaucoup de software.
C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs générations où ils avaient des capteurs qui étaient assez petits au final, mais ils ont toujours beaucoup travaillé sur cet aspect-là par rapport à d'autres fabricants. Et voilà, et donc il y a plusieurs axes pour régler ce genre de problème. Encore une fois, il y a des axes hardware et il y a des axes software qui peuvent être travaillés à chaque fois sur les smartphones. En fait, est-ce que j'ai faux si je dis, pardon, après je te laisse. Non, mais j'allais dire juste que c'est aussi pour ça que pas n'importe quelle marque peut proposer des smartphones performants en photo. Ça demande des centaines et des centaines d'ingénieurs travailler sur le logiciel. C'est-à-dire que tu peux arriver avec le capteur Sony, le bon objectif de Zeiss et compagnie, et au final ne pas réussir à proposer un smartphone qui soit compétent en photo parce qu'il te manque toute cette couche d'ingénierie. De traitement photo. C'est aussi pour ça que des fois des marques s'associent, pas que marketingement, mais s'associent avec des Leica et compagnie pour avoir de l'aide sur l'ingénierie au niveau du traitement logiciel justement. Et moi j'avais une question sur cette gestion du bruit et tout qu'on a vu. Est-ce que j'ai faux si je dis en fait c'est tout ça c'est une question d'équilibre en fait justement. Si je fais trop de débruitage, je risque de complètement altérer la photo. Et du coup c'est trouver ce point d'équilibre qui est compliqué du coup. Bien sûr, effectivement. En fait, il faut voir que toutes ces choses dont là on a parlé et que nous on regarde, donc qui sont l'expo, la texture, le bruit, ils sont interdépendants. Donc quand je vais enlever du bruit, je vais enlever de la texture. Quand je veux enlever du bruit, en général, j'ai un impact sur mon exposition. Donc tout ça c'est très lié et donc derrière c'est vraiment arriver à optimiser chacun des axes et trouver après le meilleur point d'équilibre sur la photo dans toutes les conditions. Donc c'est particulièrement dur. Et Geoffroy, qui est notre spécialiste photo chez Frandroid, me taperait dessus sur les mains parce que c'est quoi le triangle déjà en photographie? C'est exposition. Il y a un truc, le triangle d'or, photographie et tout. Et il a fait un article dédié. Et moi j'étais en mode, je voulais le caler. Moi je l'ai plus. C'est l'ISO, l'ouverture et le temps d'expo. Je pense. Ouais, c'est exact, c'est ça, exactement. Du coup, justement, sur la gestion du bruit, on a un petit graphique. Il y a un petit graphique, pareil, je l'ai nommé. Gestion du bruit selon les conditions lumineuses. On voit plusieurs courbes. Et notamment, en fait, celle de tout en bas, c'est le Pixel 9 Pro XL, si je dis pas de bêtises. Et c'est justement le meilleur, du coup. Il faut être plus on est bas, mieux c'est. Exactement. Sur ce genre de graphe, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, comment on génère ce genre de graphe chez nous? Donc, tous nos téléphones, donc comme je disais, il y a une grande partie des tests qui sont réalisés en laboratoire. Donc, on va poser le téléphone sur... Alors, même pas un trépied. Nous, on a des robots qui permettent de simuler aujourd'hui les mouvements des mains. Ok, d'accord. Pour s'assurer que, voilà, on reproduit des conditions à peu près réalistes. Et en face de ces téléphones, on va mettre différentes mires. Donc, avec différents motifs, on va dire, sur lesquels on va faire des mesures. Donc, voilà. Là, c'est un exemple de mesure de bruit qu'on va pouvoir avoir. Alors les mesures de bruit c'est très complexe, je pense pas qu'on va rentrer dans le détail de la mesure, mais voilà, l'idée c'est que grâce à ces tests en laboratoire qui, comme vous pouvez le voir, on parle de plusieurs conditions lumineuses, parce que du coup on va poser ce téléphone sur cet outil, regarder la mire, prendre des photos, et on a un éclairage spécial qui nous permet de simuler plusieurs conditions, donc du très low light, donc aujourd'hui on va très faible luminosité. Exactement. Tout à fait, pardon. Très basse lumière. Je traduis. Et des conditions beaucoup plus lumineuses. Donc ça permet de couvrir un peu tous les usages. Donc les gens qui prennent des photos chez eux ou en soirée ou dehors. Voilà, l'idée c'est de reproduire un peu un maximum d'usages possibles et de faire des mesures de bruit pour toutes ces conditions lumineuses. Donc on a un device le plus bas, celui que vous pouvez voir, le Google Pixel qui se distingue bien. 9 XL, vraiment, exactement, qui arrive à très bien gérer son bruit. On a en revanche des iPhones qui sont en général un peu moins bons. Et pareil pour les Samsung. Alors là, on a l'impression que c'est le meilleur. Je pense que si ce graphe on met un Huawei, ce sera aussi assez impressionnant. Ok, d'accord. Voilà. Juste du coup, sur l'axe des ordonnées, c'est donc le niveau. La quantité de bruit, on va dire, qui est perçue. Et sur l'axe des abscisses, c'est les conditions lumineuses. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'en général, sur les téléphones comme l'iPhone, on va avoir beaucoup plus de bruit au fur et à mesure qu'on est en plus basse lumière. Oui, très bien. Oui, c'est assez logique. Non, mais c'est surtout le fait que du coup la courbe est grande quand la lumière est faible. Exactement. C'est logique puisqu'on veut être le plus bas possible. Tout à fait. Et vice versa. Je vous ai partagé, juste avant de passer à un autre graphique qu'on va détailler, je vous ai partagé dans le chat, donc avec mon nom, pas avec le compte Frandroid Live, un article où justement on explique un peu notre visite des laboratoires de DxOMark. Parce
parce que tu évoquais certaines mesures et tout. Dans l'article, on rentre un peu plus en détail parce qu'à l'écrit, c'est toujours un peu plus simple à l'oral, il faut forcément un peu vulgariser. Et du coup, n'hésitez pas à lire cet article pour en savoir un peu plus sur les laboratoires et sur les méthodes de DxOMark pour noter les caméras de nos smartphones. Et en attendant, nous, on va passer au prochain graphique pour parler des zooms intermédiaires. Et pareil, un super titre, gestion des focales intermédiaires. Donc, je rappelle juste, parce qu'on a expliqué ça au début de ton intervention, on parle ici du coup du fait que les smartphones ont à chaque fois sur leur téléobjectif, ils ont une focale fixe la plupart du temps. Exactement. Et le truc, c'est que forcément, ils ne veulent pas vous interdire, si on a un x3 et un x5, ils ne veulent pas vous interdire de faire du x4, par exemple. Exactement. Et comment on gère ce x4 ? Pas de la même manière, selon les marques. Et je te laisse, me détailler ce qu'il faut comprendre ici. Pas de souci. Donc, alors là, encore une fois, pas du tout encore une fois d'ailleurs, sur l'axe des abscisses, vous pouvez voir du coup les différentes focales équivalentes. Donc ça veut dire que les points les plus à gauche correspondent aux mesures qui ont été faites en utilisant le module ultra-wide des téléphones. Du coup, et plus vous allez vers la droite, plus ça veut dire qu'on a zoomé avec le téléphone. Et objectif. Exactement. On va d'une équivalence 8 mm, mais vraiment, on voit que les smartphones n'y vont pas. Exactement. Donc, en effet, ultra grand angle, ce qu'on appelle l'ultra grand angle, jusqu'à 512 mm. Et là, j'imagine déjà le truc du photographe animalier, mais je sais, on n'y est peut-être pas encore. Alors, sur les smartphones, ça se voit quasi pas. Oui. Nous, on est obligé de reculer très loin dans nos labos pour arriver à faire ce genre de test. Donc voilà, ça c'est sur l'axe des abscisses, et sur l'axe des ordonnées, vous avez une métrique qui permet de décrire la quantité de détails qu'on arrive à récupérer dans l'image. D'accord, oui. Donc c'est ça qu'on évalue. Et en fait, ce qui est le point le plus intéressant, on va dire, sur ce graphe, si on essaie de se concentrer un peu, c'est, vous voyez le gros pic qui descend pour l'iPhone et le Samsung. Désolée, je vois pas très bien. Non, notre retour est un peu, voilà. En effet. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est typiquement ce qu'on disait sur ce genre de device. On va avoir un module caméra qui correspond, on va dire, donc un module caméra main qui est un premier point de mesure et un module téléobjectif qui va être un des points où on est remonté. D'accord, et c'est pour ça que des fois il y a une petite remontée. Exactement, c'est à partir du moment où on switch sur le nouveau module, et on utilise tout le capteur. Toutes les capacités du capteur, et du coup on a une image de meilleure qualité, mais ça veut dire qu'effectivement quand on aura zoomé numériquement pour arriver jusque là, on va progressivement avoir une baisse de la quantité de détails dans nos images. En gros, quand on prend une photo en mode x4,9, la qualité de la photo est beaucoup moins grande que quand on est en x5, parce qu'on change de module. La perte de qualité, du coup, avec la métrique, du coup, donc n'hésitez pas à utiliser les boutons de votre téléphone. Photo sur iPhone, du coup, c'est oui, sur l'iPhone et le Samsung, exactement. Et qui est donc le DMC, Detail Preservation Score. Voilà. Exactement. Score de préservation des détails. Ça, c'est des métriques AI en vrai qui sont utilisées. Donc, on a des mires avec des éléments de la mire qu'on regarde, et on a des modèles qui nous permettent d'estimer la quantité de détails en fonction des différents téléphones. Pour la petite info. Mais hyper intéressant. Et voilà. Et du coup, vous pouvez voir qu'il y a un téléphone déjà sur ce graphe qui se démarque, c'est le Google Pixel. C'est que lui, il n'a pas de gros creux comme ça au milieu de son graphe. Exact, ouais. Et en fait, à l'équivalence, 64 mm. Exactement. À peu près. Hein. Ouais, environ. Ça veut dire que lui, entre son module de caméra principale et son téléobjectif, en fait, il va faire une fusion des deux images pour s'assurer de toujours récupérer plus d'informations que ce qu'il aurait juste en croppant dans le sensor, le capteur du module principal. Donc solution logicielle. Solution logicielle, tout à fait. En général, c'est ça qui est fait par la plupart des fabricants pour gérer ce genre de problème. Là, on ne connaît pas trop d'autres solutions. On n'a pas de zoom vraiment intégré avec des focales non fixes sur les téléphones aujourd'hui. Ça n'existe pas. Mais du coup, voilà, on a des téléphones qui, grâce à des solutions software, vont réussir à maintenir ce niveau de détail sur tous les zooms intermédiaires. Donc, ça permet d'avoir vraiment une utilisation beaucoup plus fluide pour les utilisateurs. Et c'est quand même une feature qui est assez intéressante. Et du coup, ça c'était un peu. Donc voilà, on revient juste pour résumer un petit peu sur notre cheminement de pensée. On a vu du coup que chez Apple et Samsung, finalement, il y avait surtout 3 éléments. Ça reste des bons smartphones. Oui. Ça reste des bons smartphones en photo. Il y a aucun souci là-dessus et tout. On est vraiment sur du détail, mais en même temps, on a le droit de chipoter sur du très haut de gamme.
Et du coup, juste, je regarde mes anti-sèches, c'est profondeur de champ, gestion de la profondeur de champ et du focus dans ces moments-là, la gestion du bruit, notamment en faible luminosité, et la gestion des textures sur les zooms intermédiaires. Donc ça, chez Samsung et chez Apple, on voit, c'est peut-être pas une priorité d'ailleurs. Exactement, moi je pense que c'est des smartphones qui sont quand même très performants. Ils ont des clients qui sont beaucoup plus larges, je pense qu'ils ont beaucoup plus de challenges auxquels il faut faire face vu les marchés qui les concernent. Et du coup voilà, c'est des téléphones qui sont quand même qui apportent une très belle photo, mais c'est pas forcément leur seul focus. Et ils innovent, je pense, sur d'autres sujets potentiellement, et pas sur ces petits, nous on appelle ça un peu des corner cases, mais c'est vrai que c'est poussé un peu, les problèmes qu'on voit c'est sur des cas d'utilisation un peu poussés. Donc voilà, ils ont d'autres priorités. On a des features aussi très intéressantes sur l'iPhone, sur le Samsung, qui sortent chaque année, qui ne touchent pas forcément la photo directement, pas le mode par défaut en plus de la photo que nous on teste chez DxOMark. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais téléphones, c'est vraiment, il y a juste d'autres solutions qui sont apportées par d'autres fabricants qui sont aussi très innovants et peut-être plus focus sur cette caméra que ces deux fabricants, mais voilà. Et du coup, peut-être qu'ils se gardent des améliorations sous le coude aussi pour continuer chaque année à vendre. En effet, c'est des améliorations qui en plus commencent à être mieux maîtrisées par les concurrents. Une fois qu'ils sont totalement maîtrisés en termes technologiques, qu'on maîtrise en termes de loi d'algo, etc., on sait faire logiciellement. Je pense qu'une mise à jour peut être bienvenue. Alors les sujets zoom, typiquement, on est un peu étonnés, nous, que ça soit pas poussé chez ces fabricants déjà, parce que c'est des technologies qui sont pas... qui sont déjà assez matures, on va dire, qu'on voit déjà depuis 3 ans chez d'autres compétiteurs. Donc on aurait pu s'attendre à ce que ce soit peut-être déjà présent. Mais voilà, encore une fois, à côté, on voit Apple qui travaille beaucoup sur les formats de ces images. C'est des sujets hyper complexes qui peut-être se voient moins pour les utilisateurs et tout ça. Mais comme on dit, c'est peut-être un peu de l'innovation sous le coude pour la suite. C'est possible. Donc voilà, donc il y a d'autres sujets sur lesquels ils travaillent. Mais c'est vrai qui impactent peut-être un peu moins l'utilisateur. En tout cas, nous, notre protocole, on essaye de matcher le plus possible avec les usages actuels. Donc peut-être qu'en évoluant, ça changera. Mais avec les usages qu'on identifie aujourd'hui, il y a quelques trous dans la raquette. Justement, tu parlais des concurrents. On a parlé du Huawei Pura 70 Ultra, dont on va voir d'ailleurs quelques images promotionnelles pour que vous voyez notamment, parce qu'on a évoqué son ouverture variable. Il a ça, mais c'est pas tant pour c'est pas pour zoomer ou quoi. Des fois, c'est aussi j'ai l'impression qu'il y a une fonctionnalité aussi juste pour mieux capter la lumière, mieux l'amener jusqu'au capteur. Exactement. Alors l'ouverture variable, plus on a une ouverture qui est grande, plus on va capter de la lumière. Donc en fait, ça permet, dans la plupart des cas, le téléphone est fixé sur son ouverture la plus grande possible. Et notamment en low light, c'est une autre solution par rapport à un capteur 1 pouce. Augmenter l'ouverture, c'est aussi une solution pour récupérer plus de lumière et assurer une bonne qualité d'image. Et par contre, il a la possibilité d'adapter un peu cette ouverture dans certains usages spécifiques qui nécessitent ce changement. Mais il n'y a pas que ça, du coup, il y a, dans mes petites notes, j'avais noté plein de petites choses aussi que les concurrents font mieux, selon DxOMark. Il y avait plein de petites choses, quels seraient les différents axes d'amélioration. Les axes d'amélioration. Merci beaucoup de faire. Je vais poser mon micro. Du coup, c'est vrai qu'il y a un peu deux types. C'est ce qu'il disait dans le chat. Il y a beaucoup de software quand même bien sûr, à mentionner. Donc, on a pu voir qu'il y a des algorithmes de fusion qui sont très utilisés aujourd'hui, qui permettent en fait juste d'augmenter l'information dans les images. Vu qu'on a plusieurs caméras, on se sert de tout ce qu'on a pour faire la meilleure image possible. Donc ça, c'est du software. Ça peut clairement être utilisé de manière un peu plus importante que ça ne l'est aujourd'hui sur ces téléphones. Il y a une grosse émergence des solutions d'intelligence artificielle. C'est quelque chose que vous intégrez dans le protocole, ces fonctions d'IA. Alors, des fois, c'est des algorithmes. C'était un débat dans le chat d'ailleurs. C'est juste des algos. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'IA? Aujourd'hui, alors ça va dépendre des fabricants, mais il y a de plus en plus d'IA dans tous les algorithmes. En fait, même si c'est pas le cœur de l'algorithme, il y en a toujours un peu quelque part qui est utilisé pour l'identification de scène, c'est hyper important, pour gérer la couleur, pour gérer l'expo. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA, même si c'est pas direct, même si c'est lié à des algorithmes d'imagerie plus classiques. En général, maintenant, il y en a presque partout.
Donc nous, DxOMark, c'est un peu... Nous, on évalue vraiment la qualité de l'image finale. Donc que ça vienne de l'IA ou pas, ça change pas forcément quelque chose pour nous. Après, on le voit quand même un peu dans certains cas, effectivement. Mais c'est un sujet qu'on suit parce qu'on sait que c'est hyper important et c'est sans doute de là que viendront beaucoup d'améliorations dans les années qui viennent. On a testé un peu toutes les features de Eraser et tout ça. Ouais, forcément. C'est intéressant. En vrai, ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas encore totalement abouti, mais c'est intéressant. Et on a aussi testé des features comme le vidéo boost sur Google. Oui. Là, on a été très impressionnés en vrai par la qualité. Donc l'usage est un peu particulier. Il faut envoyer sa vidéo sur le cloud et elle est reprocessée totalement par de l'IA et elle revient chez vous. Ça fait des vidéos de très bonne qualité. Et d'ailleurs, parce que on parlait du fait que quand DxOMark prend des photos, c'est sorti, enfin pas de manipulation particulière et tout. Du coup, même sur ces fonctions-là, du coup, enfin, est-ce que je vais refaire ma question. Est-ce qu'il y a aussi dans le protocole de test, des fois où vous prenez une photo en faisant des modifications bien précises et exprès? Alors aujourd'hui, dans le ranking que vous voyez, non. Non, ok, voilà. D'accord. Ça nous arrive de faire des tests dédiés sur ces sujets-là quand il y a des features intéressantes qui sortent. On peut en parler dans nos articles et tout ça, mais dans le score, vraiment, et dans le ranking, c'est les modes par défaut qui sont utilisés et on ne fait pas de modifications sur les images. C'est vrai qu'on avait vu, ça me fait penser à un exemple assez précis qui était, je crois que c'était Samsung, mais je crois que Huawei le faisait aussi, qui était les photos de la Lune. Ouais. Dans lequel il remplaçait, il trichait puisqu'il remplaçait en fait la photo. Par IA, ils identifiaient qu'on était en train de photographier la Lune, justement. On parlait de reconnaissance de scène, justement. Donc là, par exemple, l'appareil comprend qu'on est en train de photographier la Lune. Ouais. Et en fait, il allait chercher, en gros, il savait à quoi ressemblait la Lune, parce que la Lune, en fait, elle est toujours pareille. Elle est toujours pareille. Donc, il allait remplacer, en gros, ce qu'il a fait photographier par une image plus ou moins artificielle de la Lune, un peu une fusion avec la photo réelle pour en améliorer la qualité. Et c'est là où on se retrouve, finalement, devant une photo finale qui n'est pas une vraie photo, qui est complètement issu d'un traitement, mais qui va peut-être plaire justement à l'utilisateur final, et c'est finalement ça qui compte. Ouais. Ça, on travaille dessus. En vrai, nous, on n'a pas trop la réponse. Quand je disais qu'on avait testé toutes les features de gomme et tout ça sur les téléphones, quand on enlève un élément de l'image, potentiellement, il y a des téléphones qui vont sortir à la place pour remplacer ce vide qu'on crée des choses très différentes. On a des exemples. Ça, voilà. Et ça, on a des études en cours en fait pour quantifier est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas, parce qu'à la fin, nous, on n'est pas là pour juger. Effectivement, c'est vrai ou c'est faux. Ça, c'est un point. Mais est-ce que ça plaît ou pas, c'est encore une autre histoire. C'est pas forcément à nous d'y répondre. Nous, on espère plutôt faire des études pour voir ce que les gens répondent sur ce sujet-là. Ouais. Et dans le chat, pardon, il y a une question dans le chat de quelqu'un qui se demandait, surpris de voir que les Xperia de Sony ne sont pas dans le top, sachant qu'ils sont clairement orientés vers la photo. Et je me demandais si on n'était pas justement dans le cas d'une marque qui met tout dans le hardware et qui a probablement un super smartphone en termes de hardware photo. Fabricant de capteurs. Voilà, qui est le numéro 1, c'est un des meilleurs fabricants de capteurs IMX, c'est Sony. Les capteurs qu'on retrouve dans les iPhones et tout ça, c'est des fabricants. En fait, c'est Sony qui les fabrique, pardon. Et est-ce que là, justement, on n'a pas un exemple d'un fabricant qui pêche sur la partie logicielle et algorithme et traitement? Si, franchement, on a beaucoup de fabricants qui arrivent et qui nous disent, mais moi, j'ai mis toute mon énergie dans ces spécifications. Ça sera forcément un bon téléphone. Mais en fait, aujourd'hui, un téléphone, c'est plus du software que du hardware, honnêtement. Donc si derrière il n'y a pas des équipes techniques pour gérer ce hardware, la qualité de la photo est bien moindre. Et c'est pas juste gérer le hardware, en vrai il y a beaucoup de choses qui sont construites dans l'image avec ce software. Faut voir qu'aujourd'hui une image sur un smartphone comme le Samsung, l'Apple, le Huawei, le Google, c'est plusieurs images. Votre téléphone, il va prendre plein d'images en continu et il va agréger toute l'information qu'il a pour en faire une image qui est belle. Donc c'est vraiment, ça demande un process derrière qui est très lourd. Et si ce process n'existe pas, on a beau mettre un capteur un peu grand et une optique de bonne qualité, ça suffit pas. C'est ce qu'on voit des fois sur certains smartphones, selon la rapidité du smartphone et tout, mais il y en a pas mal où tu prends la photo et tu vois quelques secondes
la photo, je suis même pas sûr que ce soit la photo de base, je crois déjà, il y a déjà eu du traitement dessus, puis tu vois, comme s'il y avait un truc qui passait, et tu vois, paf, ah oui, d'accord, elle est nette d'un coup. D'ailleurs, c'est quelque chose pas qu'on mesure, mais ça fait partie un peu de l'évaluation d'un smartphone, de savoir si tu as besoin d'attendre 5 secondes pour avoir le traitement de ta photo, des fois, c'est vrai que c'est arrivé. C'est vrai que c'est arrivé. Et du coup, on va devoir clôturer cette interview, mais j'ai une dernière question sur, justement, on a vu les photos que j'ai prises avec le Huawei Pura 70 Ultra. On a déjà parlé sur ce plateau, mais quand j'avais fait le comparatif photo à l'aveugle en effaçant les métadonnées sur le site, vous aviez voté largement sur, je crois que j'avais fait 9 ou 10 exercices, et il n'y en a que un où le S24 Ultra avait remporté votre vote, c'était le selfie en plus, c'était même pas sur les caméras arrière, c'était le selfie où vous aviez préféré mon selfie du S24 Ultra plutôt que celui du 70 Ultra, du Pura 70 Ultra. Donc on voit qu'il y a quand même c'est assez... c'est de notoriété publique que Huawei est hyper fort dans ce domaine-là. Est-ce que chez DxOMark, vous pensez que l'avance elle est trop grande pour être rattrapée, ou est-ce que en fait l'avance justement se réduit ou c'est mort? Non, franchement, on pense pas que c'est mort. Il y a une belle compétition quand même sur le marché de la caméra de smartphone. On a des compétiteurs qui ne lâchent rien en vrai. On a franchement, on parlait un peu d'Honor sur ce plateau, qui essaye de garder l'avance qu'il a eue suite à sa séparation, on va dire, de Huawei. On a des fabricants, donc même en Chine, il y a une grosse compétition entre Vivo, Oppo. Franchement, ces devices-là, les devices Vivo, en demandant en Chine, c'est un device qui est adoré. C'est vrai que la marque n'existe plus trop. C'est très discrète en France. Mais Oppo, par exemple, pendant longtemps, c'était les meilleurs smartphones de l'année, notamment aussi parce qu'ils faisaient de très bonnes photos. Non, le Oppo lâche rien. Il continue à sortir quand même des belles photos, à intégrer ces nouvelles technologies. En vrai, sur limite, le marché chinois est un peu plus compétitif, et du coup, toutes ces solutions un peu software dont là on a parlé, en général, sur le Vivo, sur le Oppo, on les retrouve parce qu'ils n'ont pas le choix en fait sur leur marché que d'être hyper bon en caméra. Donc non, rien n'est mort. On y croit pour tout le monde. Ça marche. Et merci beaucoup, Olympe.